En ce qui nous concerne, nous sommes nombreuses et nombreux à nous opposer au retour d'un projet anachronique et nous sommes d'ailleurs très nombreux à avoir signé un appel Alternative LGV qui propose un tout autre projet basé sur un aménagement des lignes existantes et qui permet un maillage équilibré entre nos territoires ruraux et urbains et qui facilite le lien avec l'Espagne tout en réduisant nos émissions CO2. L'aménagement des lignes actuelles a déjà fait l'objet d'études détaillées et chiffrées, nombreuses, qui n'ont jamais été prises en compte dans le débat, ce que déplorait déjà à l'époque la commission d'enquête publique appelée à se prononcer en 2015, avant d'émettre un avis défavorable sur ce projet de LGV jugé peu pertinent. Le coût de la rénovation des lignes existantes non saturées serait pourtant 2 à 3 fois moins cher que les 14 milliards d'euros du projet de nouvelles lignes, tout en sachant que la différence du temps de trajet Bordeaux-Toulouse n'est que de 22 minutes et seulement 6 minutes entre Bordeaux et Dax. Donc la question, c'est pourquoi dépenser autant? Pourquoi dépenser dans 2 projets, avoir un tel impact environnemental, alors que la rénovation des lignes existantes est suffisante pour absorber l'ensemble des trafics? Par contre, oui, la résorption des AFSB, des bouchons ferroviaires, est indispensable et c'est ce à quoi nous sommes favorables. Donc, nos questions sont les suivantes. Est-il impératif de toujours chercher à gagner quelques minutes de plus, quoi qu'il en coûte? L'économie de temps et les milliards d'euros engloutis dans la LGV doivent-ils s'opérer au détriment du service à offrir à près de 90% d'usagers qui empruntent les trains du quotidien? Par ailleurs, ce projet s'affiche comme une liaison européenne avec l'Espagne. C'est faux. En fait, il s'arrête à Dax, soit 91 km avant la frontière, et à date, aucune information n'est donnée sur sa prolongation éventuelle, son coût, sa date de réalisation. Donc l'impatience et la déception de nos voisins espagnols en attente d'un raccordement prochain sont tout à fait légitimes. Par ailleurs, à l'heure où la COP26 réclame la fin de la déforestation, la sobriété foncière, la protection de la biodiversité comme impératif pour lutter contre le dérèglement climatique, ce projet apparaît encore plus anachronique. Il contribuera en effet à artificialiser 4 830 hectares de zones naturelles agricoles, viticoles, des sites Natura 2000 et notamment 2 870 hectares de forêts qui sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc on ne peut que comprendre l'indignation des élus et habitants qui verront leur commune coupée en 2 et balafrée par un nouveau sillon ferroviaire. Il est donc de notre devoir de refuser un développement économique trop concentré autour de métropoles desservies au détriment des villes moyennes et des territoires ruraux seulement traversés. Ces derniers réclament à juste titre le retour de trains régionaux réguliers, confortables et cadencés. De plus, réduire les bouchons polluants de nos villes et nos rocades suppose d'offrir très rapidement des trains de proximité attractifs, réguliers, à tous ceux qui sont aujourd'hui encore contraints de prendre leur voiture pour aller travailler. Donc, à la question est-il égoïste, comme certains le disent, de réclamer une desserte plus juste et équilibrée du territoire quand nous habitons une ville déjà desservie par le TGV? Eh bien, nous ne le croyons pas. L'égoïsme, au contraire, voudrait plutôt de laisser se perpétuer un aménagement du territoire profitant exclusivement à la desserte des métropoles. Quant à l'avion, le temps à partir duquel la question se pose pour prendre l'avion, c'est 2 heures. Donc là, on se parle d'un temps de trajet qui serait au-delà de 3 heures, 3h10, et ce pour un nombre très faible de trains, puisque ça serait vraiment les lignes directes. Donc, la question de la compétition avec le train, en réalité, ne se pose pas. Donc, il est temps de s'interroger sur la poursuite d'un modèle ferroviaire essoufflé, le tout TGV. Et je vais rappeler ce que disait déjà en 2014 la Cour des comptes,
qui estimait nécessaire d'évaluer son apport réel pour la collectivité dans un rapport intitulé, je cite, « La grande vitesse, un modèle porté au-delà de sa pertinence ». La Cour des comptes européenne, quant à elle, en 2018, se montrait encore plus critique en écrivant, je cite, « La solution alternative qui consisterait à aménager les lignes conventionnelles existantes est rarement prise dûment en considération alors qu'elle pourrait permettre de réaliser des économies non négligeables. La décision de construire des lignes à grande vitesse repose souvent sur des considérations politiques et l'on a rarement recours à des analyses coût-avantage pour étayer des décisions présentant un bon rapport coût-efficacité. C'est ce débat comparant plusieurs solutions ferroviaires et leur bilan coût-avantage dont nous sommes aujourd'hui privés au nom d'un dogme non négociable que nous, élus locaux et nationaux, militants associatifs, citoyens, sommes aujourd'hui très nombreux à réclamer. Je vous remercie. Merci.